Le moulin du Tertre, situé au sommet du Mont Dol, à 65 mètres d'altitude, est le dernier moulin à vent de la baie du Mont-Saint-Michel à avoir gardé son apparence d'antan avec ses ailes et son mécanisme d'entraînement des meules. Le moulin construit en 1843 était encore en fonction après la Seconde Guerre mondiale. Le dernier meunier du Mont Dol, Émile Gingat, s'en servait encore pour sa ferme avant sa disparition dans les années 60. Compte tenu des caprices du vent, il fallait positionner le toit dans la direction où le vent souffle, comme va nous l'expliquer Jean-Jacques Chartier, ancien instituteur et auteur d'un ouvrage sur les moulins du pays de Dol. Si le matin, les ailes du travail de la veille sont restées dans cette position et que le matin, le vent vient de la mer, qu'il va falloir faire un demi-tour, je pense que systématiquement, il prenait le cheval. Par contre, si on a besoin, pendant la période de travail, de réorienter de quelques degrés la toiture, à ce moment-là, il va utiliser le cabestan. Parce que le cabestan nécessite quand même le déploiement même s'il y a un grand levier qui multiplie la force du meunier, il faut quand même déployer beaucoup d'énergie. Une fois le gouvernail positionné, il ne reste plus qu'à le stabiliser pour offrir la meilleure prise au vent. Le moulin du Tertre que nous découvrons sur ces cartes postales anciennes est le seul dans un rayon de 20 km entre Dol et Cancale à avoir gardé tout son équipement d'autrefois. Nous allons retrouver Michel Domer pour nous guider dans ce moulin au mécanisme complexe. Le moulin du Tertre, comme tous les autres moulins, est une succession d'engrenages, de courroies d'entraînement et de poulies. On a parfois l'impression d'être descendu dans une horloge géante où le tic-tac était remplacé par un bruit assourdissant. Donc aujourd'hui, par exemple, celle-là elle tournerait parce qu'elle est engrenée, là-bas elle ne tournerait pas parce qu'elle n'est pas engrenée. Ce qui suppose qu'il faut un vent relativement important pour faire tourner les deux meules en même temps. Il faut de la puissance. Ici, vous voyez un autre train d'engrenage qui fait tourner ici, là, et il y a plein de poulies et de courroies. Et ça fait tourner tous les accessoires du moulin, et ils sont nombreux, et qui dans ce moulin-là le rend relativement automatique. Il y a 4 qualités différentes de farine. Oui, là. enfin, il y en a même 5, mais il y en a 4 utilisables, disons celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. D'accord. À travers ce phénomène de debluterie, vous voyez, il y en a une ici, et on pourra monter là-haut, vous verrez qu'il y en a une autre là-haut. Celle-là correspondant à la bluterie du haut. Donc là, on a une farine très très fine qui ne sert pas à faire du pain. Là, on a celle pour faire le pain. Ici, on a des résidus. Alors on dit, quand aujourd'hui on vous revend de la farine complète, ça veut dire qu'on reprend ce qu'il y a ici, on le remélange avec tout l'autre. Plus on allait par là, plus la farine était grossière, et par là, plus elle était grise. Donc on fait maintenant du pain au son, ça veut dire qu'on va récupérer carrément le son qui n'est pas passé à travers le tamis, et qu'on va remélanger avec la farine pour faire du pain au son. La différence entre les dents métalliques et les dents de bois. Il y a plusieurs raisons. La première et la principale, c'est qu'elle sert un peu de fusible. C'est-à-dire si on casse une dent, c'est toujours la dent en bois qui casse. Elles sont individuelles, elles sont non mortaises. Le meunier, il a des dents de rechange dans son tiroir. S'il casse une dent, il enlève le petit clou qu'on voit derrière, là. Un coup de marteau, la dent elle sort, il prend la dent neuve, il la remet, et un quart d'heure après, le moulin il peut repartir. Il y a d'autres raisons, ça fait moins de bruit. Et il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de graisse. Ça ne peut pas produire d'étincelles dans l'été. Quand il y a de la poussière et de la farine en suspension dans l'air, si on crée des étincelles, on peut mettre le feu dans le moulin. Et donc pour toutes ces raisons, dans tous les moulins, qu'ils soient à vent ou qu'ils soient à eau de l'époque, tous les trains d'engrenage sont mixtes. Et on va les voir sur les hauteurs si vous voulez bien. Quelquefois plusieurs dizaines de fois par jour. Alors tout est d'origine, la rampe, tout ça, il n'y a que les marches qu'on a changées là. D'accord. Parce qu'il y a du vent. Vous voyez, il est bloqué. Et comme le vent, malgré que les voiles ne sont pas mis sur les ailes, l'arbre il veut tourner quand même. Et c'est ce qui explique le bruit qu'on entend. Parce qu'il tourne sur 1 ou 2 degrés. Alors dites-moi, monsieur Domer, là, on est vraiment au cœur du moulin. Qu'est-ce que faisait le meunier dans cet endroit un peu perché là? Il montait pratiquement jamais là, le meunier. Non. Non, parce que
D'abord, vous voyez, c'est pas confortable. Plutôt, ouais. Dire. Donc ça, c'est l'arbre principal, vous voyez qu'ici, qui va aux ailes. D'accord. Et qu'entraîne cet énorme engrenage que vous voyez là, Ouais. qui fait 2,50 m de diamètre, qu'on appelle le rouet. Et lui, il est tout en bois, y compris la structure. Et celui-là, il est d'origine. On a changé en 94-96, on a changé l'arbre. D'accord. Mais on a gardé l'engrenage d'origine. D'accord. Et les dents d'engrenage ici, on n'appelle pas ça des dents. Vous voyez les dents que vous voyez ici ou là, Ouais. on appelle ça des aluchons. Toujours le même principe, dents en bois, dents en métal. D'accord. Et là, on transmet le mouvement aux engrenages que vous avez vus tout à l'heure, qui eux font tourner directement les meules. Ah ben, les ailes sont au bout de l'arbre. Oui. Alors il y a un système de freinage qui permet non pas de ralentir le moulin, parce qu'en aucun cas on ne ralentit le moulin avec le frein, mais puis permet de l'arrêter quand on veut l'arrêter. D'accord. Et une garniture de frein qui fait tout le tour. D'accord. Et vous avez le levier, par contre il est derrière vous. Ouais. Donc. Alors on est dans un moulin qui date de 1840 et des poussières. 42, 43, oui. 43. Rien n'a été changé ici. Non. Le meunier pourrait... L'arbre aussi. Ouais. Voilà, l'arbre, bien sûr, la toiture, mais la charpente est d'origine. Ouais. Toute la charpente, toute la structure, tout ça, c'est d'origine. Ouais. Alors le meunier pourrait revenir ici, qui s'y retrouverait. Tout à fait. Dans un moulin, quand on veut rénover un moulin de façon moderne, eh bien, dans les sabots, on met des roulements à billes. Dans les guides latéraux, on met des roulements à billes. Nous, on fait, quand on rénove, on fait comme il était en 1843. L'intérêt n'est pas de faire de la farine de façon commerciale, mais de le garder au niveau du patrimoine comme il était à l'époque. On a la chance que c'est le seul, sur les plus de 60 moulins qu'il y avait dans une proche région, dans un rayon de 20 km, c'est le seul qui a gardé tout son mécanisme d'origine. Alors le blé, on le monte une première fois, on va d'abord le vider là. Et là, il y a un système de nettoyage avec un ventilateur qui est sous le toit du moulin. Vous voyez, il y a une gaine là, quand vous voyez un courant d'air. Donc le blé, s'il est sale, on va le faire tomber sur des grilles. Et le courant d'air va passer, et il y a un trou dans le mur du moulin avec une coulotte qui va dehors. Il va s'en aller dans la nature, les poussières, les bouts de paille, les impuretés, et on va récupérer le blé propre en bas. Et le blé propre, on va le vider là, dans les trémies. Et ici, c'est la chambre des meules. Les deux meules, vous voyez, les deux meules, ils sont dans les coffres ici. Alors quand le meunier tire la corde du monte-sac, ça tend cette courroie. Vous voyez qu'elle est là. Et quand la courroie est tendue, ça fait tourner ce tambour. Et vous voyez, quand ça tourne, et ben la chaîne, là-bas, elle monte. Et le sac, peu importe son poids, il monte tout seul. Le seul effort à faire, c'est de tenir la courroie tendue. On le vide ici, vous On me va le dites, hein. vider dans la trémie. D'accord. De la trémie, il va tomber dans les meules, au milieu de la meule tournante, en passant à travers l'auget. Et pour que ça tombe régulièrement dans la meule, l'auget il va sans arrêt. Et ça fait ça, donc c'est relativement bruyant un moulin quand ça tourne. Alors ça, c'est un marteau qui sert à repiquer... La meule, pour redonner du mordant à la meule. Vous voyez, on tape comme ça en suivant la taille d'origine. D'accord, pour refaire en quelque sorte... Pour que les arêtes restent vives. D'accord. Pour que le blé ne soit pas écrasé, mais qu'il soit moulu. Donc il va tomber dans l'auget, il tombe au milieu de la meule tournante, il va tomber en dessous, il va être repris par une vis sans fin, qui va l'amener dans cette chaîne cette courroie à godet qui tourne en permanence, qui vient chercher la mouture et qui va d'abord l'amener par ici et va tomber dans cette bluterie là. Cette bluterie là, je vous disais tout à l'heure, celle-là, vous voyez le tamis il est très fin. Il est uniforme d'un bout à l'autre et là on récupère environ 10-15% de la farine. Et donc pour pas que ça colmate, on a mis des cales, des rampes là, avec des cales battantes, de façon à ce que ça fait vibrer le tamis en permanence. Et donc quand ça tourne, ça fait ça. Vous voyez que c'est quand même relativement bruyant un moulin. Il y a d'abord ce bruit là. Et après il y a le bruit de la bleuterie du haut, donc pour que le tamis très fin il se bouge. Ouais, autant dire qu'il fallait avoir des oreilles protégées peut-être, non? À l'époque, on ne protégeait pas. Ils devaient résister, je ne sais pas, peut-être qu'ils étaient sourds, mais moi, personnellement, j'ai connu le dernier meunier, il n'était pas sourd.
Découvrons maintenant une trappe mystérieuse. Mais n'est-ce pas là où le meunier cachait son blé? La réponse de Michel Domer. C'était l'arrivée de la machine à vapeur qui était là-bas et qui permettait de faire tourner le moulin quand il n'y avait pas de vent. Vous voyez là, donc on avait rajouté au bout de l'arbre qui traverse tout le moulin, on avait rajouté une grande couronne, un grand engrenage, toujours engrenage mixte, c'est-à-dire que sur celui-là les dents sont en bois. Et on avait cet arbre-là qui allait à la machine à vapeur. La grande couronne sous l'arbre était qui était une structure métallique mais dents en bois et qui engrenait sur un engrenage sous-métallique qui venait de la machine à vapeur. L'arrivée de la machine à vapeur va provoquer au cours du XXe siècle le déclin des moulins à vent. Vers 1850, on comptait encore 32 moulins entre le Mont-Saint-Michel et Cancale. Jusqu'à la guerre 14, l'activité se maintient encore. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, les moulins, parfois transformés en habitations, n'avaient plus d'autre fonction que d'agrémenter le paysage de la baie. Fini les ailes blanches en action avec le vent du large et leur mécanisme bruyant, désormais relégué au musée de l'histoire ancienne.